À présent, donc, on va continuer d'évoquer ces résolutions qui ont sanctionné le récent sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu dans la capitale éthiopienne en marge donc du sommet ordinaire de l'Union africaine. Talibé Bari, en venant à ces questions, avant bien entendu la prise de parole à venir de nos deux invités, M. Baouri et M. Alou Ba, face à ces résolutions, que doit faire la jeune Guinéenne pour éviter une dégradation de ses rapports avec la CEDEAO? Et puis, cette autre question, la reconduction d'anciennes sanctions et l'imposition d'une interdiction de voyager au gouvernement et autres et au cadre des trois pays en transition sont-elles comme un cinglant revers pour leur diplomatie? Il faut reconnaître que peut-être même, et c'est même évident, que la junte a été prise de court par la sévérité justement des conclusions de ce sommet extraordinaire. Parce que Aboubakar, on se rappelle que le 22 septembre aussi, lors du sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu un communiqué final pratiquement ayant le même ton, le même accent, le même accent que ce communiqué. Finalement, peut-être que les sommets extraordinaires de la CEDEAO en tout cas ne profitent pas bien au CNRD. Mais toujours est-il, Aboubakar, c'est que aujourd'hui, on le disait. Comment d'abord comprendre, Talibé, que 48 heures après ce sommet qui s'est tenu samedi, aucune réaction officielle? Aucune réaction officielle, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut attendre jeudi, oui. À l'issue du Conseil des ministres, du jeudi, pour peut-être espérer obtenir une première réaction ou des réactions officielles. On est mardi. Oui. Mais à l'issue duquel il n'y a pas de communication. Oui, mais Aboubakar, j'ai l'impression que... Et c'est pas évident que ça se tienne parce que le Premier ministre, il est à Denguera aujourd'hui, si je m'abuse, entre Denguera et Dabola, sauf s'il est rentré la nuit. Oui. Aboubakar, j'ai l'impression que pour le moment, le CNRD se contente d'échanges téléphoniques, se contente de tractations diplomatiques pour justement essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'ils prennent un tel revers lors de ce sommet. Ouais. Parce qu'Abakar, tout semblait, en tout cas, les planètes semblaient un peu alignées en faveur du CNRD. Depuis la signature de cet accord le 21 octobre 2022, est-ce que le CNRD a pensé qu'il suffisait d'accepter 2 ans de transition pour que, entre parenthèses, la CEDEAO lui fiche la paix? Est-ce que c'était cela? Alors que si c'était le cas, ça aurait été une mauvaise lecture parce que toutes les fois que la CEDEAO s'est exprimée sur le cas guinéen, elle a insisté sur le caractère inclusif du dialogue qui doit se mettre en place, mais aussi sur même la charte de la transition elle-même disait par exemple que la durée de la transition devait être définie de commun accord avec les forces vives, avec les forces vives de la nation. Bien, Talibé, voilà, je suis obligé de vous interrompre. Nous allons partir sur le terrain pour rejoindre notre premier invité, en l'occurrence M. Baouri, président de l'URG. Il est en direct. Bonjour M. Ba et bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Allez-y, première question, l'icône. Tous les auditeurs. Bien. Monsieur Ba, vous avez suivi pratiquement le sommet de l'Union africaine au cours duquel la CEDEAO, en tout cas, s'est réunie. Et les conclusions, c'est pratiquement sans appel pour la junte guinéenne. Quelle est votre réaction quand la CEDEAO dit, par exemple, qu'il faut dialoguer avec tout le monde et d'assurer la sécurité de tous les participants? Bon, je pense que lorsqu'on connaît les arcanes des sommets, on aura une meilleure lecture. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que la Guinée a eu un accord avec la CEDEAO qui fixe la durée de la transition et les étapes du chronogramme. C'est ça qui est fondamental. Maintenant, par rapport au cadre de dialogue, l'ouverture a été faite en présence du médiateur, dûment mandaté par la CEDEAO, et ce dernier avait exhorté tous les acteurs politiques à participer aux discussions autour de la table dans ce cadre de dialogue. Certains, c'est à la dernière minute,
qu'ils se sont précipités pour accepter l'invitation du médiateur de la CEDEAO de le rencontrer à Conakry. Donc, si à chaque fois on nous fait ressortir l'idée d'un dialogue inclusif, c'est comme si le film s'est arrêté quelque part. J'aurais bien compris que la CEDEAO demande à tous les acteurs politiques et en conformité avec la déclaration du médiateur de rejoindre la table de dialogue. Ça aurait permis d'avoir l'équilibre et de faire pression sur ceux qui refusent de venir, parce qu'ils ont refusé de venir. Eh ben, Quelqu'un qui est invité, dûment invité, pour participer à une discussion, et on dit que celui qui a invité, c'est lui qui refuse l'inclusivité, je pense qu'il y a un problème quelque part, et je pense que le sommet de la CEDEAO a, de ce point de vue, péché. Et il y a des réalités souterraines sur lesquelles je ne vais pas m'expliciter. quelle réalité souterraine, M. Ba? Soyez plus précis. Bon, vous savez qu'au niveau de la conférence des chefs d'État, Oui. il y a des fois beaucoup plus de querelles de personnes qu'une prise en charge réelle des situations géopolitiques et géostratégiques des différents pays. Et c'est ça qui est dommage, parce que lorsqu'on est à la tête d'un pays, il faut prendre en compte non pas sa personne, mais la position de son pays, l'intérêt collectif, l'intérêt régional, pour agir en conformité avec ses principes. Ouais. Mais très souvent, c'est des querelles de personnes. Qu'est-ce que vous appelez querelles de personnes? Parce qu'on a l'impression que vous faites des insinuations directes là, à l'endroit de Ambalo, le président en exercice de la CEDEAO. Vous pensez qu'il prend parti dans le conflit, dans la crise guinéenne? Non, je dois vous dire que par rapport à cela, si vous voyez la position du président de la Commission de l'Union africaine et du nouveau président de l'Union africaine, le Comorien, dans sa déclaration de ce matin, ils se sont posé la question de l'efficacité des sanctions qui ont été reconduites contre certains pays, notamment dans le Sahel, pour l'Afrique de l'Ouest. En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y a pas unanimité par rapport à l'attitude actuelle, disons, de la CEDEAO par rapport à sa manière de gérer les situations complexes des transitions en cours. Cela ne veut pas dire que les transitions n'ont pas de déficit, mais cela veut dire que tout le monde n'a plus la même lecture par rapport à la manière dont la CEDEAO... Mais en même temps, Omo, s'il vous plaît, puisque vous parlez du tout nouveau président en exercice de l'Union africaine, dans la même interview que j'ai écoutée aussi, la question lui a été posée, est-ce qu'il va en priorité lever ces sanctions-là? Il a dit, attention, il ne peut pas les lever parce qu'il est devenu président de l'Union africaine. Il peut peut-être voir, est-ce que ces sanctions n'ont pas été efficaces? Comment y réfléchir, mais il ne peut pas les lever parce que certains veulent qu'on les lève tout de suite quand même. J'espère que vous avez tenu compte aussi de cet aspect-là. Non, je prends en compte cela. Vous savez, il y a des inerties, il y a des enjeux, il y a des pesanteurs, il y a des querelles d'ego, il y a beaucoup de problèmes qui font que lorsque vous êtes à la tête d'organisation à ce niveau-là, lorsque vous prenez une décision, vous devez vous concerter avec X, Y, Z et ailleurs. Donc, il y a beaucoup plus cette inertie qui fait que très souvent, des décisions courageuses, fortes, radicales ne sont pas prises au niveau des sommets, que ce soit au niveau des chefs d'État de l'Union africaine, que ce soit au niveau des chefs d'État de l'Ouest africain. Au niveau de l'Ouest africain, ce qui prime la plupart du temps, c'est préserver des intérêts qui concernent des catégories bien spécifiques. Et ça nuit à la crédibilité des organisations, ça leur enlève la confiance que la population peut avoir à leur égard. Mais bon, ne baissons pas les bras. Je pense que viendra un moment où beaucoup de choses vont être remises en cause sur ce continent.
Oui, même ce moi Bien. j'ai une inquiétude. Je prends des leaders par exemple comme Sidia Touré qui n'est pas en Guinée, qui ne se sent pas en sécurité. C'est le cas de Seydou Diallo, Alpha Condé quelque part, Kassori en prison. Est-ce que le pouvoir de Conakry a pris un acte pour assurer la sécurité de ces derniers ou les rassurer à revenir participer au dialogue? Si cela avait été fait et que ces derniers ne viennent pas, on pouvait dire qu'ils ont refusé. Mais les raisons qu'ils évoquent n'ont pas été arrangées sur le terrain. Est-ce qu'on peut continuer à parler du refus, M. Ba? Non, Lincoln, le problème est plus complexe que cela. Aucun chef d'État, qu'il soit africain ou qu'il soit d'un autre continent, ne peut se permettre, au risque de perdre sa crédibilité, d'intervenir directement dans des affaires de justice. Ça, il faut prendre cela en compte. Et si à chaque fois, ici en Afrique de l'Ouest, on insiste sur cet aspect des choses, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. La justice, elle est indépendante du principe de la séparation des pouvoirs. Donc, les chefs d'État ne peuvent pas se permettre de s'immiscer dans les affaires judiciaires d'un pays souverain, quel qu'il soit. Même si vous avez votre frère ou votre ami qui a des problèmes quelque part, vous ne pouvez pas, en tant que chef d'État, utiliser ce statut pour intervenir dans cette affaire. Sinon, ça risque d'être un sérieux problème. Bref, donc, en Afrique de l'Ouest, il y a une certaine rigueur qui manque. Il y a beaucoup plus des sentiments, des relations interpersonnelles, des relations d'influence qui font que l'organisation n'a pas assumé sa responsabilité. C'est la même chose lorsque M. Alpha Condé était à la tête de la Guinée. Il y a eu des interventions explicites demandant au chef de l'État, en fonction de textes ratifiés et de chartes, d'intervenir pour empêcher que M. Alpha Condé aille vers un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État anticonstitutionnel. Mais ils ne l'ont pas fait par compromission et par, j'allais dire, complaisance. Et bien, donc si on vous suit très bien, M. Ba, c'est que pour vous, à vos yeux plutôt, la CEDEAO n'est plus une institution crédible. Bon, il y a des problèmes, mais je pense que les problèmes vont être résolus dans un proche avenir, parce que les équipes qui se sont mises en place, notamment le nouvel exécutif de la CEDEAO, le temps de prendre son pouls, de prendre en charge tout son poids. D'ici là, il y aura des rectifications. Bien. Et comme vous l'avez vu, l'Union africaine n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que la CEDEAO. Donc, il y aura des rectifications qui vont intervenir. Oui, mais c'est la CEDEAO dont les résolutions sont les plus importantes, hein, M. Baouri. Vous n'ignorez pas cet état de fait, quand même, au nom du principe de subsidiarité. Non, l'un et l'autre vont ensemble. Si celui qui est à la tête, qui a une charge supérieure, dit à celui qui est son subordonné, tu sais que tu ne fais pas correctement ton travail, il va en tenir compte d'une manière. Je ne pense pas que ça se passe comme ça, M. Baouri, franchement. Allez, la suite. Monsieur Ba, on n'est pas en administration là. Monsieur Ba, est-ce que si on fait. On n'est pas dans l'administration. Si on fait un pas ou à l'armée. Si on fait un pas en arrière, on voit la Guinée qui fait ami-ami avec le Burkina, avec le Mali, qui, en tout cas, sont empêtrés dans une sorte de bras de fer avec la France autour comment dirais-je, de Wagner. Est-ce que c'était pas une erreur, en tout cas, ou une faute de la part de la Guinée de s'afficher avec ces deux autres pays et demander ou sommer même la CEDEAO de lever les sanctions qui nous frappent? Bon, vous savez, hein, la Guinée a des intérêts stratégiques majeurs. Le Mali est un pays frontalier. La question de la sécurité au Mali nous interpelle directement, puisque vous savez que si ce pays éclate, nous serons d'une manière ou d'une autre éclaboussés. Lorsque des mouvements djihadistes sont enregistrés dans les parages de Caille, il ne faut pas perdre de vue que cela n'est pas loin
de la Guinée et du Sénégal. Donc, de manière préventive, la diplomatie et la sécurité guinéenne doivent prendre en compte ces dangers et ces défis qui nous menacent du côté de nos frontières et donc parler avec le Mali, prendre en compte l'évolution sécuritaire dans ce pays, c'est une responsabilité des autorités guinéennes. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Bien. Mais en ce qui concerne de manière concrète, M. Baouri, le développement de fédéralisme, il n'a jamais été question dans les déclarations officielles d'une quelconque fédération à mettre en place. Bien, de manière globale et concrète, que doit faire la junte guinéenne au visa de ces résolutions, de ces sanctions qui ont été reconduites, et une nouvelle qui a été décidée, celle interdisant les voyages pour les membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des 3 pays. Quelle attitude attendre de la junte guinéenne pour éviter une dégradation de ses rapports avec la CEDEAO? Ce qui serait dommageable. Non, je pense. Non, il faut relativiser cette déclaration et ce communiqué qui ne fait pas l'unanimité ou un large consensus au niveau même des chefs d'État de la CEDEAO. Certains ont préféré ne même pas assister à cette réunion. Donc, c'est pour dire que les autorités guinéennes n'ont qu'à courber l'échine et laisser passer le vent et par la suite continuer dans la trajectoire. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces sanctions dont il est question, ce n'est en définitive que l'affaire du seul Embalo? Parce que quand vous dites qu'il y a des chefs d'État qui n'ont même pas souhaité... Oui, parce que c'est un peu ce que vous semblez dire, M. Ba. Est-ce que le président en exercice de la CEDEAO, peut faire endosser à l'ensemble des chefs d'État un communiqué comme celui qui a été publié? Il faut vérifier qui a signé ce communiqué. Ce sera important pour vous permettre d'avoir une meilleure appréciation des discussions qui ont lieu actuellement qui ont eu lieu au niveau de la conférence des chefs d'État et des tiraillements qu'il y a eu. Mais bref, on a intérêt à avoir des relations de confiance avec le président Umbalo, qui est le président d'un pays frontalier avec lequel nous partageons pratiquement tout. Bien, les questions d'humeur, ce sont des questions d'humeur qui vont passer, mais les intérêts stratégiques, les intérêts géopolitiques l'emporteront sur toute autre considération. Donc, des fois, lorsque des voisins sont ensemble, ils peuvent se chamailler, mais il faut tout faire pour remettre les pendules à l'heure. Bien. Parce que aussi bien pour nous que pour la Guinée-Bissau et pour la région, une bonne entente est indispensable. Bien. Maintenant, dernière question, M. Ba. Problème qu'il peut y avoir même dans un couple. Dernière question. Êtes-vous en faveur d'une reprise du dialogue pour qu'il soit beaucoup plus inclusif avec la participation de tous ces acteurs majeurs de la vie politique nationale, comme cela est suggéré, en tout cas par la CEDEAO, si on lit bien son communiqué? Bien. Êtes-vous en faveur d'une reprise du dialogue? Non, il n'y aura jamais de reprise du dialogue. Non, mais ce n'est pas à vous de le décréter, M. Ba. Ce n'est pas à vous de le décréter. Non, je le dis en connaissance de En tant que... Attendez, parlons franchement. Ne mettons pas ce qu'on veut sur le devant de la scène. Voyons les réalités. Il y a eu le cadre de dialogue. Tout le monde est invité. Ce ne sont pas des individus qui sont invités. Ce sont des institutions, des coalitions de partis politiques, de structures de la société civile. Les dirigeants dont vous faites allusion, ils appartiennent à ces coalitions. Ils ne sont pas seuls. Dans leur coalition, il y a des hommes et des femmes de valeur capables de les représenter partout où besoin sera. Bon Dieu, qu'est-ce qui les a empêchés de mandater certains des dirigeants de leur coalition, de les représenter pour participer à quelque chose qui concerne la nation pour son présent et son futur. Donc, si vous lisez entre les lignes, l'inclusivité, c'est à ce niveau-là. Personne n'est exclu. Mais si quelqu'un dit, moi, à titre individuel, puisque je ne suis pas disponible pour X raisons, donc je ne participe pas, je ne délègue pas, je ne veux pas que quelqu'un aille me représenter, ça, c'est une manière, j'allais dire, assez ostentatoire de ramener tout à sa personne.
Et la vie n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on est debout, demain, on peut ne pas être disponible pour multiples raisons. Donc, ces institutions, je vous l'ai dit il y a plus de 2 mois, en agissant comme ça, ces dirigeants sont en train de sacrifier leur organisation qui risque de dépérir et de disparaître. Bien, M. Bahouri, président de l'UDRG, qui est ferme sur ses actions pour lui, donc il n'y aura pas de reprise du dialogue. Il était à notre compagnie ce matin. Merci à vous, M. Bahouri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bien. Merci Mirador beaucoup. continue